Ils l'ont abattu, puis ils ont tenté d'effacer le pourquoi. Parce que l'histoire n'est pas seulement un homme tué dans la rue. Le choc, c'est le paradoxe. Celui qui a construit son pouvoir sur la loi et l'ordre est maintenant accusé d'avoir organisé un récit pour justifier une mort, et ce récit est en train de se retourner contre lui. Et pas par ses ennemis, par sa propre base. Dans ton contenu, on voit même des univers pro-armes et des voix MAGA lâcher Trump. Parce que là, ça touche à l'interdit absolu. Une manifestation, un permis légal et un corps au sol. Et si ça peut arriver à lui, alors dis-toi un truc. Ça peut arriver à toi. Pas demain, pas dans un film, dans la vraie vie, en plein jour. Mais voici le détail que presque personne n'ose regarder en face parce qu'il change toute l'histoire en une seule seconde. D'accord. Dans ton contenu, l'événement est présenté comme un moment charnière, un point de bascule. Le narrateur affirme que tout commence à Minneapolis lors d'une manifestation pacifique et que la scène dégénère autour d'une femme brutalisée et aspergée de spray au poivre. Alex Peretti voit ça. Il avance, il intervient. Et c'est là que, selon le récit, tout explose. Parce que ce qui est vendu ensuite au public n'est pas juste une intervention musclée. C'est une histoire prête à servir, balancée immédiatement pour contrôler ce que tu vas penser. Le narrateur dit que le régime Trump a tenté de le présenter comme un terroriste domestique et surtout comme quelqu'un qui méritait ce qui lui est arrivé à cause d'une arme dissimulée. C'est ça le cadrage central. Transformer un mort en menace pour rendre la mort acceptable. Mais écoute bien la mécanique derrière. Si on te fait accepter cette version une seule fois, ça normalise une règle terrifiante. La question n'est pas qui avait raison politiquement. La question, c'est qui décide en temps réel qui mérite de vivre ou de mourir et sur quelle histoire on te force à avaler ça. Et maintenant, regarde ce qu'ils ne veulent pas que tu relis, la chronologie. Veux-tu que je continue à la partie suivante? Dans ton contenu, le narrateur lâche le détail qui fait tout basculer. Il dit que oui, Alex Peretti avait une arme dissimulée, mais qu'il était un détenteur légal d'un permis et surtout, il n'a jamais sorti l'arme de son holster. Et là, tout le cover-up repose sur une seule chose. Si l'arme n'est jamais sortie, où est la menace immédiate qui justifie une pluie de balles? Puis vient la scène la plus explosive du récit. Le narrateur affirme que les agents auraient mis la main dans le holster, pris l'arme et que malgré aucune menace visible, ils l'auraient abattu au moins 11 fois. Si cette séquence est vraie, ça ne ressemble plus à une erreur. Ça ressemble à une mise en scène après coup. Et ça, même des gens qui tolèrent tout d'habitude ont du mal à l'avaler. Attention, reset. Voici la partie que personne ne dit à voix haute. Ce n'est pas seulement une mort filmée, c'est une bataille pour imposer une version officielle avant que les images gagnent. Et c'est exactement pour ça que, selon ton contenu, ils ont attaqué le personnage immédiatement. Terroriste, assassin, insurrectionniste. Parce que si tu salis le nom, tu peux salir la preuve. Mais quand la vidéo existe, le mensonge a une durée de vie très courte. Et maintenant, regarde ce qui est en train de se fissurer, le camp pro-Trump lui-même. Veux-tu que je continue à la partie suivante? Ton contenu insiste sur un détail politique rare. La fracture ne vient pas d'abord des opposants. Le narrateur dit que Trump voit sa propre sphère se retourner contre lui. Il cite des républicains MAGA à la Chambre et au Sénat, des influenceurs, des écrivains de droite, des défenseurs du deuxième amendement et même la NRA. Et là, tu dois comprendre ce que ça signifie. Quand une coalition construite sur pro-armes et sécurité commence à douter d'une version officielle, ce n'est pas une polémique, c'est une alarme. Puis, il y a ce moment très précis où la crédibilité change de camp. Le narrateur rapporte qu'un commentateur pro-MAGA écrit en substance que l'homme semble avoir été désarmé avant d'être abattu et qu'il ne voit pas Trump gagner celle-là. Ce n'est pas un militant anti-Trump, c'est quelqu'un du même écosystème. Quand même tes alliés commencent à parler comme ça, c'est que l'histoire résiste au spin. Attention, reset. Remarque ce qu'ils n'ont pas réussi à défendre. Ils ne peuvent pas dire qu'il a dégainé, ils ne peuvent pas dire qu'il a tiré. Alors, ils changent l'angle. Ils te disent que le simple fait d'être là, avec un permis, suffisait à mériter la mort. Et c'est là que le narrateur te pousse dans un piège logique. Si manifester pacifiquement est un droit et porter légalement est un droit, comment ces deux droits
Combinés, peuvent-ils devenir une condamnation à mort? Et maintenant, l'histoire accélère. Parce que ça ne reste pas à Minneapolis. Ça commence à contaminer le pays entier et même l'image des États-Unis à l'étranger. Veux-tu que je continue à la partie suivante? Dans ton contenu, le narrateur dit que l'impact dépasse immédiatement les frontières américaines. Il parle d'un mouvement Boycott USA, Boycott World Cup, qui accélère avec des gens à l'étranger qui posent une question glaciale. Pourquoi venir aux États-Unis si on risque d'être tué par la Border Patrol et l'ICE? Et là, même si tu ignores la politique, tu comprends le signal. Ce n'est plus seulement une affaire intérieure, c'est une crise de confiance à l'échelle mondiale. Il empile ensuite plusieurs éléments qui, mis bout à bout, donnent une sensation de perte de contrôle. Il évoque Trump menaçant des tarifs à 100% sur le Canada, après une histoire d'accord stratégique Canada-Chine. Il dit aussi que Trump a attaqué des pays alliés via l'épisode NATO, Afghanistan, déclenchant un massif international backlash. Le narrateur construit l'idée d'une administration qui ne gère plus une crise, mais qui les fabrique en chaîne jusqu'à épuiser la réalité. Attention, reset, maintenant, regarde comme vite tout s'enchaîne. En moins de 48 heures, selon ce récit, tu as une tempête diplomatique, une mort filmée, un récit officiel contesté et une vague de méfiance qui s'exporte. C'est ce sentiment-là qui fait grimper l'audience. Ce n'est pas un sujet, c'est une spirale. Et au milieu de ça, ton contenu ajoute une preuve institutionnelle. Même des élus républicains commencent à exiger des comptes. Pas avec des tweets, avec des convocations. Et c'est là que le théâtre politique devient une machine judiciaire. Veux-tu que je continue à la partie suivante? Ton contenu décrit un tournant officiel. Il dit que le président républicain de la commission Homeland Security à la Chambre, représentative Gab Birino, a formellement demandé des témoignages et convoqué des responsables d'ICE, CBP et USCIS à une audition complète. Il mentionne même une lettre adressée à Todd Lyons, présenté comme directeur par intérim d'ICE, avec une phrase clé « You now have to show up formally ». Ce n'est plus un débat télé, c'est une injonction politique. Venez vous expliquer. Et là, l'histoire prend une autre dimension. Le narrateur explique qu'au même moment, la bataille budgétaire devient toxique. Il dit que certains démocrates, critiqués parce qu'ils envisageaient de soutenir un paquet de financement incluant DHS, ICE et Border Patrol, reculent maintenant. Il cite une déclaration de Chuck Schumer, « What's happening in Minnesota is appalling and unacceptable. I will vote no. » Et derrière, AOC appuie publiquement, disant que les appels et l'organisation ont marché. Ce glissement est énorme parce que l'argent est le levier réel. Les discours s'oublient. Les budgets, eux, changent les comportements. Et si l'histoire force un camp à refuser de financer l'appareil, alors tu passes du choc émotionnel à une crise de gouvernance. Attention, reset. Voici où le récit se retourne brutalement. Ce n'est plus qui a tort, c'est qui contrôle la machine et qui est prêt à la couper. Et pendant que le Congrès s'enflamme, l'administration, elle, choisit une autre stratégie, verrouiller le récit en appelant la victime un terroriste. Et c'est précisément là que les preuves publiques deviennent un boomerang. Veux-tu que je continue à la partie suivante? Ton contenu montre une offensive de communication immédiate venant du cœur du pouvoir. Le narrateur dit que Stephen Miller, le compte officiel de la Maison-Blanche, et Trump lui-même publient des messages présentant Alex Peretti comme un would-be assassin, un terroriste, un insurrectionniste. Il insiste sur un élément visuel. This is the gunman's gun, loaded with 2 additional full magazines and ready to go. Et il pose une question calculée. Where are the local police? Comme si tout avait été une guerre ouverte. Mais là, ton récit introduit une fissure interne. Un podcasteur pro-MAGA, Tim P., écrit que l'homme avait empty hand et que the gun in hand appears the man may have been disarmed before being shot. Et il ajoute « I don't see Trump winning this one ». Tu vois la dynamique? Même quand la communication officielle crie « menace », des voix du même camp regardent les images et se disent « ça ne colle pas ». Et ton contenu enfonce le clou avec une logique simple, presque impossible à contredire. Un auteur de Red State dit que l'idée qu'il venait pour massacrer est nonsense parce qu'il ne dégaine pas,
ne touche pas l'arme et se fait pepper sprayer alors qu'il essaie de relever une autre personne. Ce n'est pas un manifeste, c'est une contradiction de comportement. Attention, reset, remarque ce qui est en train de se produire. Plus ils insistent sur terroriste, plus ils rendent la question centrale impossible à éviter. Alors pourquoi ils ne tirent jamais? Pourquoi il n'y a jamais de menace visible? Et à ce moment précis, le narrateur sort la bombe culturelle. Barstool, un univers pas exactement anti-Trump, publie quelque chose qui ressemble à une rupture morale, mais surtout à une rupture logique. Et c'est là que l'histoire cesse d'être politique et devient contagieuse. Veux-tu que je continue à la partie suivante? Ton contenu cite un post de KFC Barstool qui frappe comme un coup de marteau parce qu'il résume la scène avec une brutalité simple. 37-year-old ICU nurse Alex Spirity murdered by ICE in broad daylight with zero justification for deadly force. I mean, zero. Et il ajoute que ça ressemble à a watershed moment, comparable à Sandy Hook, dans le sens où tout le monde dit « cette fois, ça doit changer », puis rien ne change. Ça, c'est un moment de bascule narratif parce que ça ne vient pas d'un camp d'en face. Ça vient d'un coin où tu t'attends plutôt au cynisme. Et le poste pose une accusation qui tue le débat. Dire que manifester légalement plus porter légalement au plus mérite de mourir, c'est une hypocrisie totale. Le texte dit carrément que si tu n'admets pas que c'est wrong, you're either an idiot or a liar. Quand ce type de message sort d'un univers qui a une énorme influence sur les jeunes publics, ça peut casser la digue émotionnelle, parce que ça reprogramme ce qui est acceptable. Attention, reset, voici pourquoi ce détail change tout. Le narrateur suggère que Trump n'est pas en train de perdre une bataille de communication. Il est en train de perdre le contrôle du cadre. Ce n'est plus gauche versus droite, c'est raisonnable versus impossible à défendre. Et ton contenu apporte le symbole parfait. La NRA elle-même réagit. Après qu'un responsable fédéral, Bill Saley, ait dit en gros « approchez la police avec une arme, de forte chance qu'il soit légalement justifié de vous abattre », la NRA répond que ce sentiment est dangereux et faux et qu'il faut attendre une enquête complète au lieu de démoniser les citoyens respectueux de la loi. Tu comprends la gravité? Quand la NRA te dit « attention, ça va trop loin », c'est que le socle idéologique se retourne contre l'excuse. Et pendant que la guerre des récits fait rage, un autre front s'ouvre, le contrôle de la preuve. Veux-tu que je continue à la partie suivante? Ton contenu affirme qu'une bataille institutionnelle démarre immédiatement autour de l'accès aux preuves. Le narrateur dit qu'un procès a été déposé par le bureau du procureur du comté de Hennepin, le comté où se trouve Minneapolis, pour exiger un accès immédiat aux preuves fédérales liées à la fusillade mortelle. Et il accuse les agences fédérales de bloquer tout le monde. Il dit que Border Patrol, ICE et DHS refuseraient même de laisser le FBI mener l'enquête et qu'ils auraient aussi empêché les autorités locales et d'État, Minneapolis PD, le bureau du procureur général, de participer. Et c'est là que le récit devient franchement inquiétant. Le narrateur dit que c'est la même chose qu'ils auraient fait dans un autre cas. René Nicole Goode, présenté comme une personne tuée par ICE avec une dynamique de verrouillage similaire. Si tu verrouilles l'enquête, tu ne protèges pas juste des agents, tu protèges une version des faits. Et quand le public sent ça, la méfiance explose. Attention, reset. Voici le retournement silencieux. Plus tu caches les preuves, plus tu donnes l'impression que les preuves te condamnent. Et dans un monde où tout est filmé, caché devient presque une confession. Ensuite, ton contenu change de registre pour rendre la victime impossible à caricaturer. Il est présenté comme infirmier en réanimation, ICU nurse, travaillant au Minneapolis VA, décrit par des patients et des collègues comme quelqu'un de bon et dévoué. Le narrateur cite même un collègue, Dr Dmitri Danoka, qui dit qu'il était « kind », qu'il « lived to help » et que « these efforts executed him ». C'est ça qui rend le cover-up si fragile. Tu peux salir un inconnu, mais quand les témoignages arrivent, le masque tombe. Et ensuite vient la phrase de la famille, celle qui, dans une vidéo, peut retourner une audience entière en 10 secondes. Veux-tu que je continue à la partie suivante? Ton contenu lit une déclaration de la famille qui est construite comme une accusation frontale, mais surtout comme une scène. Ils disent être « heartbroken » et « very angry ».
Il rappelle qu'il était un ICU nurse au Minneapolis VA, qu'il voulait faire une différence. Et surtout, il lâche la phrase qui verrouille l'image mentale. Ils disent que sa dernière pensée et son dernier acte ont été de protéger une femme. Puis, ils accusent l'administration d'avoir répandu des sickening lies. Et le détail visuel est brutal parce qu'il répond exactement au récit terroriste armé. La famille affirme qu'il ne tient clairement pas une arme quand il est attaqué. Ils disent qu'il a son téléphone dans la main droite, que sa main gauche est vide et levée au-dessus de sa tête, tout en essayant de protéger la femme poussée au sol pendant qu'il est aspergé de spray au poivre. Ça, c'est une image que ton cerveau ne décroche pas facilement. Une main vide en l'air, un téléphone dans l'autre. Et la mort qui arrive quand même. Attention, reset, voilà pourquoi ça peut devenir ingérable. Parce que si ce tableau est vrai, alors l'histoire officielle ne s'effondre pas sur une opinion. Elle s'effondre sur une posture corporelle. Tu ne peux pas spin une main vide levée. Et c'est là que le narrateur place le spectateur au centre. Si tu acceptes cette scène comme normale, tu acceptes une nouvelle règle. Un geste de protection peut être requalifié en menace et puni en temps réel. Ensuite, ton contenu empile 2 nouvelles bombes qui élargissent le tableau. Il affirme que Pam Bondi aurait envoyé une lettre à des responsables du Minnesota disant qui c'est eux quitterait l'État si le Minnesota ne remet pas ses voter files au régime Trump. Et il dit aussi que le DOJ aurait tenté d'obtenir l'arrestation de Don Lemon via une manœuvre en urgence rejetée par la Cour d'appel du 8e circuit. Là, le narrateur essaie de te faire sentir un motif, pression, intimidation, verrouillage. Et quand tu mets ça à côté d'une mort filmée, tu obtiens une histoire qui ne ressemble plus à une crise, mais à une méthode. Et la question finale devient impossible à éviter. Si la preuve existe, pourquoi tout ce système a-t-il l'air de paniquer?